Ja, liebe Frau Wilhelmine de Toledo. Chère Madame Wilhelmine de Toledo, je vous remercie tout cordialement de vos mots chaleureux et de cette invitation. Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir pour moi de venir à Überlingen parce que aussi, entre autres, parce que j'ai beaucoup d'amis, je rencontrais déjà beaucoup de personnes que j'apprécie et parce qu'il y a une amitié de longue date qui me relie à Überlingen avec la personne de Monsieur Dr. Lutzner. Dans le passé, j'étais plus souvent à Überlingen, un peu moins ces derniers temps, mais bon voilà. Bien, aujourd'hui, je parle de l'alimentation intégrale. Je voudrais tout d'abord dire un mot de notre université à Gießen, donc, qui a été donc, le parrain était Justus von Liebig. C'était un professeur exceptionnel qui avait déjà son professorat à l'âge de 21 ans. Eh bien, donc, si jamais vous venez rendre visite à la ville de Gießen, je vous conseille de regarder, de visiter le musée Liebig à Gießen, à côté donc de la faculté des mathématiques. C'est une institution à Gießen. Eh bien, voilà. Donc, mon sujet de mon intervention, c'est l'alimentation intégrale. Qu'est-ce qu'on doit manger et boire après une période de jeûne? Et depuis longtemps déjà, nous, justement, nous recommandons une alimentation intégrale. Tout d'abord, je voudrais vous donner quelques informations au préalable, parler un peu également de l'historique. Et après ces informations préliminaires, je voudrais parler des 6 principes et je vais parler également de la durabilité et, bon, pour terminer, tirer les conclusions. Donc, tout d'abord, pour parler de définition, c'est simple. Donc, finalement, l'alimentation intégrale, ce sont surtout des aliments végétaux, pas purement, mais surtout des aliments peu transformés, cela veut dire des aliments frais dans des grandes quantités et des produits à base ou d'origine animale, mais seulement à petite quantité. Donc finalement, nous ne prononçons pas d'interdiction ou autre, non, nous prononçons de recommandations. Eh bien, cet aspect, donc, justement, de considérer l'ensemble de la situation, donc non seulement c'est limité à l'alimentation, mais l'ensemble de tout ce qui tourne autour de l'alimentation, à savoir l'environnement d'un côté, donc les aspects écologiques, mais il y a également les aspects économiques et la dimension sociale. Et je crois qu'il faut prendre en considération ces 4 éléments en même temps si l'on veut vraiment donc pratiquer une gestion durable. Aussi, je voudrais parler donc de 2 termes. Donc, le premier terme, c'est zeitgemäß, donc moderne. Cela veut dire donc une pratique qui doit être adaptée aux conditions de vie actuelles et qui ne doit pas, en fait, s'orienter forcément au régime qu'on pratiquait dans l'âge des pierres, donc le régime paléo. Je pourrais le faire, mais aujourd'hui, je ne vais pas en parler. Ensuite, le deuxième mot, c'est nachhaltig, donc durable, utiliser donc les ressources en regardant la stabilité et la capacité du système à se régénérer. Donc, c'est très important, la durabilité. Donc, ensuite, quand on parle d'histoire, c'est toujours bien de commencer par Adam et Ève. Et pourtant, il faut faire attention à 2 éléments. Donc, le jeune homme, il a un regard très sceptique et certainement, il a des bonnes raisons de ce scepticisme. Et ce que l'on peut regarder ici, c'est peut-être une pomme. Mais dans la région où ces histoires ont été écrites, il n'y avait pas de pomme du tout. Alors, peut-être c'était un autre fruit. Mais finalement, cela n'est pas important. Eh bien, une chose, c'était sûr, c'est qu'il n'y avait pas justement une barquette de fruits et de frites. Eh bien, un mot maintenant sur les racines historiques de l'alimentation intégrale. Ça aussi, ce serait très important. Mais ici, je ne cite que les noms de ceux des acteurs qui ont joué un rôle éminent dans cette évolution. Tout d'abord, c'était Hippocrate. Il a déjà donc défendu beaucoup de thèses que nous pratiquons aujourd'hui encore. Ensuite, il y avait Birger Benner, M. Werner Kohlhardt, M. Brucker, M. Anne Müller, donc des pionniers de l'alimentation
l'alimentation intégrale dont nous en profitons aujourd'hui. Eux aussi, ils ont été critiqués, bien sûr, et nous aussi, nous sommes critiqués, mais quand même, aujourd'hui, les choses ont changé. Ensuite, il y avait des mouvements, le mouvement de la réforme, le mouvement des écolos, et puis finalement l'écologie alimentaire. C'est un mouvement qui a été également fondé à Gießen. Ça, c'était une des premières. Donc des premiers pas de ce mouvement de l'alimentation intégrale, un petit bouquin paru en 1981. Aujourd'hui, ça a changé. Et là, vous voyez donc mes deux collègues, M. Garber et M. Thomas Mendele, deux collègues avec lesquels je pratique une coopération depuis longtemps. Donc, nous avons maintenant l'11e édition de ce livre. Il compte 420 pages et ça a été qualifié comme contribution à une décade mondiale. Donc aujourd'hui, nous vivons dans la décade de la durabilité. Donc justement, certains livres, certains documents ont reçu ce prix ou ont été qualifiés comme contribution à la décade mondiale. Bien maintenant, j'en viens aux recommandations de l'alimentation intégrale de Gießen. Certainement, vous en connaissez déjà. Donc, première recommandation, il faut utiliser ou consommer surtout des aliments frais, surtout végétaux, et il y a transformation minimale. Donc, voilà, pour vous rappeler un peu à l'esprit ce que ça signifie, je vous ai montré cette photo. Alors, pourquoi cette transformation minimale est si importante? Il y a beaucoup d'exemples, mais je vous en ai apporté quelques-uns. Donc, le quercétine, la teneur en quercétine, dont on sait que le quercétine, finalement, peut frayer la croissance ou développement des cellules cancéreuses. Eh bien, si vous regardez les différents types de fruits, les pommes, par exemple, dans la peau, vous avez 140 mg, dans la pulpe, presque rien du tout. Et cela vaut également pour les autres fruits, les poires et les coings ici. Donc finalement, les substances végétales importantes sont vraiment dans la peau des fruits. Donc alors, il ne faut pas enlever la peau. Il ne faut pas les éplucher. Donc finalement, je pourrais vous donner beaucoup d'exemples, mais ça, c'est un des exemples les plus marquants, je trouve. Je pourrais également vous parler du résultat de toutes nos études, surtout de la manière comparable. Dont nous avons donc analysé une alimentation mixte, alimentation intégrale, alimentation basée sur les crudités et l'alimentation végétalienne. Donc, nous avons toujours pratiqué des analyses, toujours dans le même laboratoire, avec les mêmes méthodes d'analyse. Donc, finalement, le résultat, ils sont vraiment très stables. Donc, ce que l'on constate, qu'il y a partout un manque en vitamine D. Ou si vous regardez le fer, il y a donc une alimentation suffisante. Donc, tous ces types de nutrition assurent une bonne alimentation en fer. Donc, finalement, ce qui arrive dans le corps, c'est autre chose que ce que l'on lui donne parfois. Et maintenant, je peux vous montrer quelles sont les différences. Si vous prenez la bêta-carotène, c'est une substance très importante. Donc là, vous voyez l'apport en bêta-carotène. Donc, si vous pratiquez une alimentation avec viande, avec produits animaux, et c'est beaucoup plus limité que dans une alimentation basée sur les crudités. Donc, mais si vous regardez la concentration dans le plasma, la concentration est plus élevée dans l'alimentation intégrale au milieu. Et donc, finalement, pour ce qui est des crudités et de la viande, c'est à peu près la même valeur. Alors, on se demande pourquoi. Eh bien, il faut savoir que ces substances sont mieux absorbées par le corps quand les aliments sont chauffés. Et ça ne veut pas dire forcément que c'est mieux. Alors, qui dit que c'est mieux? C'est toujours mieux d'avoir plus de bêta-carotène dans le plasma. Cela n'est pas prévu par la nature. Il y a toujours une certaine quantité qui est absorbée, ce qui est prévu, et
le fait de cuire les aliments permet donc une absorption plus élevée, mais est-ce que c'est vraiment recommandé? Alors, de même, pour l'apport en vitamine B12, c'est toujours un sujet important quand on parle de nourriture végétarienne et végétalienne. Donc, pour ceux qui ont une alimentation mixte, vous avez un apport maxi. Et en deuxième, vous avez l'alimentation intégrale, presque le même niveau. Et quand on regarde l'alimentation végétalienne, on n'a pratiquement aucun apport, c'est presque zéro. C'est sur chlorella, par exemple, ou bien des algues nori. Donc là, il y a certaines substances, certains produits qui ont ou qui contiennent donc la vitamine B, donc qui a l'effet sur le corps humain. La chlorella ou les algues nori. Alors si maintenant si vous comparez ces valeurs avec les concentrations dans le plasma sanguin, donc là vous constatez que pour une alimentation mixte, c'est clair, concentration élevée, alimentation intégrale suffisant, et pour l'alimentation végétalienne, vous avez une concentration quand même respectable en vitamine B12, malgré une absorption relativement faible. Donc, il ne faut pas oublier que le corps gère ces substances de manière très efficace. Et donc, finalement, la décomposition prend plusieurs années. Donc, il faut surtout analyser les végétaliens qui sont végétaliens depuis 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Donc là, on peut vraiment faire ressortir les différences et plus justement avec le temps, donc un végétalien, auprès d'un végétalien, on observe donc finalement une concentration toujours plus basse dans le plasma. Donc il faut peut-être penser à des supplémentations alimentaires. En tout cas, c'est bien pour ceux qui se nourrissent aux végétaliens. Donc ensuite, vous avez ici une certaine incertitude. Il faut savoir que toutes ces recommandations sont basées sur les mêmes données scientifiques. Donc là, vous avez les recommandations pour l'apport en vitamine B12. En Allemagne, on recommande 3 microgrammes. Donc finalement, et Victor Herbert dit 0,5 sont suffisants. Donc finalement, on a toujours une certaine marge d'incertitude, ce qui explique aussi les différences. Mais si un consommateur voit ça, il dit « Ah tiens, de toute façon, la science ne sait pas ce qui se passe, ce qu'il faut prendre, donc peut-être il vaut mieux ne pas leur faire confiance du tout. » Ensuite, si vous regardez l'homocystéine, c'est aussi un sujet qui est souvent discuté. Et donc, c'est finalement un risque maintenant reconnu pour des problèmes cardiovasculaires. Et là, vous voyez que auprès de ceux qui pratiquent une alimentation végétalienne, les valeurs sont très élevées. Ensuite, je reviens à la deuxième recommandation qui sonne presque comme la première, mais maintenant ce sont les détails dont on parle. C'est très important qu'on cite les légumes au premier rang et pas les fruits. Donc, il faut tout d'abord, pour la composition de la nourriture, placer les légumes au premier rang parce que les légumes contiennent normalement toujours 3 fois de vitamines et donc oligo-éléments et minéraux que les fruits. Donc, 3 fois plus que les fruits. Donc, normalement, les légumes, les fruits, les noix, les herbes, les céréales complets, les pommes de terre et les légumineuses. Eh bien, ici, je vous attire votre attention sur une étude qui est parue en 1983 en National Geographic, donc il y a 30 ans déjà. Donc, il y a 30 ans, vous pouvez lire ça. Alors, réduisez votre risque de cancer. Si vous regardez ces aliments-là, vous en reconnaissez certainement beaucoup. Donc, voilà, pommes de terre douces, etc. Ce sont que des aliments végétaux qui permettent de baisser le risque d'attraper le cancer. Et si l'on a passé beaucoup de temps aux États-Unis, donc moi-même j'ai vécu 12 ans aux États-Unis, on a tout de suite
l'impression qu'il s'agit d'une pub de l'industrie de l'horticulture californienne. Non, mais ici, vous voyez que c'est une annonce de la Société des oncologues américains, American Cancer Society, qui ont prononcé ces recommandations déjà il y a 30 ans. Donc, ce n'était pas inconnu, mais il y avait d'autres forces qui ont joué contre. Ici, vous voyez beaucoup de substances qui sont rendues responsables d'avoir, disons, un effet de protection. Ce sont les substances végétales secondaires. C'est très connu. Les lycopènes, par exemple, également dans la recherche sur le cancer. Donc, c'est également un agent qui baisse le risque. Ici, vous avez une liste sur les effets des substances végétales secondaires. Finalement, on part du principe qu'il s'agit plus de 10 000 de substances végétales secondaires différentes qui ont tous des effets contre le cancer, donc antimicrobial, anticancérigènes, donc des donc, en fait, antioxydatifs, etc. Donc, ensuite, vous avez le chou vert qui contient beaucoup de lutéine et de la zéaxanthine. Et donc, c'est une substance très importante quand on parle de maladies, comme par exemple la dégénération de la macula due à l'âge. Donc, ceux qui mangent ces plantes régulièrement ou ces légumes régulièrement ont finalement une chance d'être épargnés par ces maladies qui arrivent dans l'âge avancé. Donc, en Allemagne, il y avait également une campagne qui s'appelait Manger contre le cancer. Ça, c'était assez bien, mais pas souvent dans ces articles de presse, ça dépend toujours de l'auteur qui les a écrits. Et ensuite, il y a d'autres recommandations. Les noix sont très importantes, donc il faut manger une poignée de noisettes tous les jours. Donc finalement, ce sont les acides gras oméga 3, surtout dans les noix, les paras, etc. Ensuite, recommandations sur le pain intégral au lieu de manger du pain blanc. Pourquoi? Parce que quand on justement produit du pain à partir de la farine blanche, on a des pertes énormes. Donc, si vous comparez la farine intégrale avec la farine blanche, donc vous avez des pertes de presque 100% des substances phytosanitaires. Donc, finalement, on casse la valeur de nos aliments avec cela. Donc, quatrième ou troisième recommandation, si souhaité, on peut consommer des petites quantités de viande, de poisson et d'œufs et les produits à base ou d'origine animale. Donc, ceux qui le souhaitent ont le droit de manger de la viande, bien sûr. Alors, certaines recommandations là-dessus, il faut éviter cette forme-là. Donc, cette forme d'alimentation, ce n'est pas recommandé. Donc, c'est presque la ration quotidienne de calories. Donc, il ne faut pas consommer cela. Mais ensuite, ce qui est donc offert comme viande, il convient de réfléchir. Alors, les antibiotiques, les médicaments, les hormones et d'autres résidus contenus. Et là, si vous regardez ici, est-ce que c'est fumé, est-ce que c'est salé, etc. Donc, ce sont des sujets importants, surtout quand on regarde les effets sur le cancer. Alors, si l'on veut bien, donc le rôti de dimanche, une fois par semaine, oui, ça, c'est d'accord. Parce que d'ailleurs, c'est la manière dont nous sommes nourris avant la guerre, pendant la guerre et après la guerre. Une fois par semaine, on avait de la viande. Lundi, c'était dimanche. Lundi, on mangeait encore la sauce et le reste, c'était végétarien. Mais seulement, nous, on qualifié pas de végétarien parce que seulement il n'y avait pas de viande tout le temps. Ensuite, les poissons. Il faut se demander est-ce que justement il y a la destruction de la faune. Cela veut dire qu'on va beaucoup trop pêcher de poissons dans la mer. Donc, les mers sont complètement vides. Ensuite, le mercure, le conteneur en mercure, etc. Donc, finalement, si l'on prend en considération tous ces éléments-là, on ne peut dire qu'il faut vraiment manger plutôt du poisson cultivé et pas le poisson sauvage. Donc,
pour ceux qui défendent une alimentation mixte, ils disent il faut manger 2 à 3 fois par semaine de poisson. Nous disons 1 fois par semaine et sur le plan écologique, donc si l'on veut être responsable, 1 fois par mois. Donc ensuite, ceux qui veulent s'informer, ils peuvent s'informer auprès de Greenpeace pour savoir quels sont les poissons à éviter, qu'on ne doit pas manger. Et si vous prenez le hareng, par exemple, c'est un poisson très, très sain. Également, en ce qui concerne son taux de graisse, etc., le hareng, il n'est pas... il n'est pas menacé, donc il n'est pas en voie de disparition. Et les gens, toujours, ils veulent manger des choses plutôt fines. L'asperge au lieu du chou vert, par exemple. Donc voilà, dans ce cas-là. Donc quand on parle des acides graisses oméga 3, on les trouve également dans des aliments végétaux, pas dans grande quantité, mais quand même. Et ce sont des phases, donc des phases préliminaires que vous constatez, et c'est surtout l'huile de lin qui est très très précieuse, qui contient 60-65% de ces acides gras oméga 3. Donc on recommande de consommer une cuillère de soupe par jour dans la salade, donc pas besoin de manger du poisson. Ensuite le lait, donc qui contient des hormones de croissance, des immunoglobulines, et c'est bien pour les bébés, parce que les bébés doivent doivent pousser, doivent se développer. Mais est-ce que cela vaut également pour les adultes? Parce qu'en fait, on dit, et c'est controversé, que le lait soutient le développement de cellules cancéreuses. Mais en fait, on ne sait pas trop si le lait est vraiment prévu pour les adultes. Ensuite, les protéines animales, le fromage, par exemple, des petites quantités, aucun problème. Mais normalement, on consomme le fromage en une grande quantité. Et il n'y a aucun doute que les protéines animales sont pour nous beaucoup plus nuisibles que les protéines végétales. Cela n'est pas lié à la structure des protéines, mais aux séquences des acides aminés. Ensuite, pour les œufs, même chose. On nous demande souvent, alors on peut manger combien d'œufs? 1 à 2 œufs. 1 à 2 œufs. Ça veut dire un œuf ou 2 œufs. Que voulez-vous dire? Alors, on peut manger 1 ou 2 œufs par semaine. C'est également donc un exploit que l'agriculture écologique peut faire. Donc, la quatrième recommandation, donc consommation d'aliments frais, non chauffés, et voilà, frais, voilà, aliments frais. Mais c'est pas ça ce que je veux dire. C'est pas un aliment frais, même si la bière est fraîche. Donc, mais faut faire attention. Donc, faut manger des aliments frais, pas chauffés. Ensuite, 5e recommandation, aussi très important, consommer des aliments donc provenant de l'agriculture écologique et des produits régionaux et saisonnaux. C'est aussi très connu. Là, vous voyez des poules heureuses, donc l'agriculture écologique. Ça se voit rarement. J'ai passé beaucoup de temps à trouver cette image-là. Donc, normalement, on trouve plutôt les cages affreuses dans lesquelles sont tenues les poules. Et ensuite, vous voyez ici les principes des fédérations écologiques ou des associations écologiques biologiques. Et finalement, vous voyez ici tous les différents aspects que je ne peux pas mentionner maintenant, mais ce sont des aspects bien sûr bien connus. Ensuite, vous voyez ici les logos des différentes organisations donc biologiques, écologiques qui existent sur le marché. Là, il y a des différences de qualité, surtout si vous prenez les labels déjà établis, déjà anciens, comme les marques bio, des labels qui sont conférés par l'Union européenne. Donc, il faut faire attention, il y a des différences cruciales. C'est pour vous réveiller. Voilà, dans le sens de la durabilité, à côté de la tolérance pour la santé, donc de l'alimentation, il faut prendre en considération les aspects comme donc l'aspect social, environnemental et économique. Donc là, vous voyez encore une fois le schéma
qui montre ici donc la tolérance ou la santé humaine, donc la tolérance sociale, et puis ensuite les aspects de l'économie et de l'environnement, donc de l'écophilie, donc parce que nous sommes non seulement des êtres naturels, mais aussi des êtres cultivés. C'est très important. Et cela veut dire que l'exercice physique joue également un rôle important. Mais c'est également un aspect que je voudrais soutenir et mettre en avant. Donc, justement, il faut élargir son horizon, c'est très important. Et la durabilité, là, vous voyez le Charles von Karlowitz, donc, qui a dit pour la toute première fois, voilà, qui a marqué cette phrase, il a dit, il ne faut pas donc couper plus d'arbres qu'il en repousse, parce que sinon, un jour, on n'en aura plus. Donc ici, vous voyez le bilan climatique, les émissions CO2 pour les produits d'origine animale et à côté d'origine végétale. Donc, ceux qui veulent justement défendre l'environnement peuvent faire un maximum en devenant végétariens, donc manger surtout des aliments végétaux. Donc là, vous voyez l'image ou un symbole pour donc comparer le fromage à gauche, c'est le ballon rouge, et le tofu, donc à base de soja à droite. Donc ici, vous avez justement un exemple du réchauffement climatique, à l'exemple des petites culottes qui ont évolué avec le temps. Alors tout à l'heure, j'avais cité l'âge des pierres et seulement pour vous rappeler à votre souvenir, l'âge de pierre a commencé il y a 2,5 millions d'années. On a toujours l'impression que c'est énormément de temps, mais si vous regardez l'évolution, en fait, il y a 150 millions d'années, il y avait les premiers mammifères dont nous faisons part. Ensuite, depuis 55 millions d'années, il y a les primates qui sont apparus. Donc finalement, nos proches qui nous ressemblent beaucoup. Il faut vraiment comprendre cela quand on parle de l'âge des pierres, que finalement, ce n'est pas limité à l'âge des pierres, mais qu'on s'est développé. Alors maintenant, depuis 150 ans, on a l'alimentation industrielle et depuis 50 ans, le fast-food. Alors finalement, c'est un clin d'œil tout court dans l'évolution de l'homme. Donc finalement, on parle on dit que les maladies tiennent aux gènes. Donc quand on dit que dit souvent dans ces génétiques que les femmes attrapent un cancer du sein, toutes les femmes dans la famille, etc. Mais alors, on peut dire aussi que les gènes responsables du cancer du sein, dans ces familles-là, finalement, la prédisposition génétique n'est pas différente par rapport à celles qui n'attrapent pas le cancer du sein. Mais ça dépend également des conditions environnementales. Ça dépend du style de vie, il faut le savoir. Donc, ce sont des gènes qui sont activés par un mauvais style de vie. Ensuite, il y a également cette évolution. Donc, avant, nos ancêtres ont dû faire à peu près 20 km par jour pour assurer leur alimentation. Aujourd'hui, c'est moins d'1 kilomètre, selon les statistiques. Ça aussi, c'est une évolution. Ça aussi, par exemple, c'est à éviter. Mais je dois dire que nous avons une voisine qui pratique cette méthode, mais elle a 95 ans. Donc notre voisine, elle a 95 ans. Donc il faut tout d'abord rechercher demander l'âge. Voilà. Ça aussi, le fitness, ça c'est bien. Alors, faites pas ça. Alors pourquoi ils ont mis l'escalier? Alors, il y a ceux qui prennent, donc qui aiment justement bouger jusqu'à la fin. Il faut rester en mouvement, voilà. Il ne faut pas arrêter de bouger.
Donc, pour résumer ce que Werner Collard a dit, on connaît beaucoup de choses sont connues malheureusement dans différentes têtes. Eh bien, c'est un grand problème quand on veut surtout avoir cette perspective holistique parce qu'on ne peut pas tout savoir. Et comme nous ne pouvons pas tout savoir, et ça ne sert à rien si maintenant moi je fais encore des études de droit ou en économie, non, il faut se mettre ensemble, s'échanger avec les experts des différents domaines pour avancer. Voilà. Alors même si le savoir existe dans les différentes têtes, nous pouvons tout de suite commencer par une alimentation moderne et durable. Donc, soit vous pratiquez cette alimentation, vous ne mangez de la viande qu'une fois par semaine, et certainement c'est la meilleure variante parce que vous prenez la vitamine B12, le fer, etc. Mais on peut également assurer une bonne alimentation végétarienne, mais il faut bien le faire. Cela veut dire pratiquer une alimentation intégrale végétarienne. Malheureusement, il y a des exemples où les gens font beaucoup d'erreurs. Ce sont surtout les végétariens qui vivent de manière, qui sont motivés par la santé, mais qui ont des motifs éthiques, qui veulent protéger les animaux. C'est bien, mais ils ne pensent pas à leur propre santé. Ils se nourrissent mal. Voilà. Donc, ce sont les végétariens qui préfèrent les crèmes brûlées. Donc, il faut le faire, si possible, sans supplémentation alimentaire. Et cela est possible. Je vous remercie de votre attention.